les AEA, c'est effectivement, vous avez pu faire pas mal de choses au niveau des ateliers, au niveau des cochons aussi, des vidéos, on a abordé l'anatomie du rachis. Donc il y a pas mal de choses qu'on va redire sur des éléments que vous avez pu voir. On va en discuter un petit peu après. C'est un des derniers. Il y a une foule de littérature sur le rachis et l'éco-guidage qui contraste énormément avec le peu de pratique de ce dernier bastion en fait de notre pratique qui est l'abord échographique, en tout cas au moins pour l'éco-repérage rachidien. Et pour faire référence aussi aux AEA avec la soirée 82 de jour, regardez la plus belle image de 1980 d'échographie du rachis, remarquable, hein, avec les auteurs qui s'étaient acharnés à identifier des repères, en particulier sur le complexe postérieur. Vous avez vu un petit peu la qualité de l'appareil et de l'image rendue, mais avec une grande lucidité, les auteurs disaient quand même, bon, c'est compliqué, mais un jour, ça marchera et vous allez voir, ce sera quand même très intéressant. Alors on va revenir un petit peu sur des images un peu statiques et il y aura aussi du film bien sûr. Vous avez sur votre gauche, donc vous avez d'abord au niveau des processus transverses qui sont identifiés avec le muscle psoas au sein de ces structures. Donc là la sonde est en position sagittale au niveau des apophyses transverses comme vous avez pu le voir et le pratiquer vous-même. Et quand on déplace cette sonde médialement, on va arriver sur un enchaînement des articulaires supérieurs et inférieurs au niveau lombaire, mais aussi au niveau thoracique, mais là je parle au niveau lombaire, avec l'apparition en fait d'une opacification complète et donc une absence de fenêtre acoustique qui nous fait apparaître donc le relief des processus articulaires supérieurs et inférieurs enchaînés. Si je continue ma progression, et donc je retrouve sous votre gauche la parasagittal médiane au niveau articulaire, si je déplace ma sonde avec un petit tilt, tout simplement, avec un objectif de trouver les lames vertébrales, à droite, vous avez donc en fait, on identifie ainsi une fenêtre acoustique et vous fait apparaître donc le complexe postérieur, qui est cette espèce de superposition de la dure mère, de l'espace péridural et du ligament jaune. Quand on le voit, c'est remarquable, pas toujours identifiable bien évidemment, et chez l'enfant et chez l'adulte et chez les gens relativement minces, on voit quelque chose de relativement facile, on l'a vu aussi chez le cochon, l'espace intratécal, et en avant vous avez la superposition du ligament longitudinal postérieur et de la dure mère antérieure. Bien sûr, c'est du 2D, il faut imaginer qu'on est dans un espace en 3 dimensions qui fait le tour du rachis, et en avant le relief du corps vertébral. Ce qui nous donne un petit peu sur une progression avec un film. Donc on va partir de la sonde au niveau des processus transverses. La sonde va se déplacer progressivement pour aller au niveau des articulaires. Donc comme vous voyez sur le schéma de gauche, progressivement les processus transverses vont disparaître pour faire apparaître les processus articulaires. Et ensuite on va arriver sur les lames vertébrales, le complexe postérieur, donc la superposition dure mère, espace péridural, ligament jaune, l'espace intratécal. Et la partie qui jouxte la partie postérieure du corps vertébral. Vous avez en haut à droite l'inclinaison de la sonde par rapport à l'axe médian, sagittal, discrètement retourné, alors tout dépend des gens, des patients, bien évidemment, vers l'intérieur. En coupe transversale, la coupe transversale, elle va nous donner des informations pour l'écho-repérage sur la profondeur, mais surtout sur l'orientation dans l'axe céphalo-caudal, et aussi dans l'orientation, et dans une éventuelle présence, quelquefois méconnue, de rotation des corps vertébraux. Et donc ici, sur votre gauche, on a la vision au niveau de l'épineuse, qui va nous faire un obstacle complet en fait, du faisceau des ultrasons, mais latéralement, on identifie donc les lames vertébrales. C'est ce qui est en vert au milieu le schéma du milieu. Et quand on descend la sonde, alors au-dessus ou en dessous, là, ici en dessous, on va dégager le ligament interépineux. On va faire disparaître une grande proportion des lames vertébrales. Apparaissent les processus articulaires et les facet joints. On voit les processus transverses un petit peu en arrière. Le complexe postérieur qui s'identifie très difficilement, mais en tout état de cause, en tout cas, ça nous permet de donner en tout cas un passage, puisqu'on voit même le renforcement du corps vertébral et donc du complexe antérieur. Quelque part, même s'il n'identifie pas la profondeur, je sais que ça peut passer avec l'orientation que j'ai identifiée dans l'axe céphalo-caudal et dans l'axe sagittal. Ici, la vidéo, on part au niveau transverse. On va essayer d'optimiser au niveau de l'épineuse, on descend au niveau interépineux, et donc va donc apparaître progressivement
lame vertébrale, complexe postérieur, complexe antérieur, l'espace intratécal, et j'identifie un peu à droite sur le curseur la profondeur potentielle à 0,5 cm près de mon complexe postérieur qui va être ma cible dans le cas d'une rachis-anesthésie ou d'une analgésie péridurale. Alors, il y a une fenêtre importante, c'est la jonction L5-S1 et vous avez à droite L4-L5. L'espace L5-S1 est très grand, c'est un des éléments de l'espace qui est le plus facile identifiable, en particulier chez les sujets âgés. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder cet espace car il peut vous donner des informations pour pouvoir réaliser une rachis-anesthésie dans des situations comme la fracture du col du fémur, si vous voulez le réaliser bien évidemment, avec à gauche vous voyez l'espace, c'est quelques millimètres, mais c'est toujours en tout cas un espace qui peut être intéressant dans une situation où vous voulez faire une rachis-anesthésie par rapport à L4, L5. Là, ici vous avez un écho-repérage où vous allez en fait repartir du bas vers le haut. Vous avez le sacrum avec cette espèce d'aplatissement qui va donc, l'intérêt de cet écho-repérage, c'est d'identifier le niveau de ponction. C'est fondamental parce qu'on se trompe et on est des experts. Et n'importe qui, vous, moi, si je ne fais pas d'échographie, je vais me tromper au moins une fois sur 2 d'étage, voire d'une fois sur 4 de 2 étages. Ici, bien, si vous avez une scoliose au niveau du rachis lombal, la rotation, l'image est plus difficile. La rotation dans l'incidence transverse, ça va vous donner l'inclinaison qui pourra vous donner la solution pour incliner l'aiguille dans l'axe sagittal et non pas céphalocodal. Au niveau thoracique, les lames vertébrales sont beaucoup plus orientalisées et imbriquées. Et l'espace péridural, que l'on identifie, en tout cas le complexe postérieur, va être plus difficile à identifier. La lame de T4 est ici, la lame de T5 est ici, le complexe postérieur s'identifie, et le complexe antérieur, avec l'orientation de la sonde qui est positionnée en haut à droite. Mais au niveau thoracique, bien évidemment, on a des modifications selon les vertèbres. À droite, T9, T10, à gauche, un peu plus haut, en T4, T5, pour l'aspect sonographique peut varier à ce niveau-là. À gauche, une approche parasagittale oblique en T4, T5, et à droite, vous avez la même en transverse, où là, à côté, va apparaître aussi le relief de la plèvre. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Elle part pas ? On ne peut pas partir en arrière ? Ça y est. Donc effectivement, à droite, vous avez aussi la plèvre, qui est un élément incontournable aussi au niveau thoracique, et qui peut aussi donner une indication sur l'orientation. Alors quand on se trompe, parce qu'en fait, au niveau thoracique, la meilleure visualisation sera toujours en parasagittal oblique. L'incidence transverse au niveau thoracique est très difficile, voire quasiment impossible, en particulier en mythe thoracique. La concordance de profondeur. Ici, ce sont des études observationnelles, 35 patients en T7, T10, une périthoracique réalisée, et les auteurs ont identifié la profondeur entre l'écho-repérage et la palpation. Et avec ensuite, ils réalisent la péridurale et ils identifient la longueur identifiée par la perte de résistance. Il y a une très bonne concordance chez tous les patients, et même chez les patients obèses, avec une visibilité du corps postérieur qui est très importante, une amélioration de la sensibilité sur la corrélation intraclasse chez les sujets obèses, avec peu de redirection et peu de modification de l'angulation. Et quand on a des reliefs difficiles au niveau du rachis, pour la chirurgie orthopédique, l'écho-repérage par rapport à la palpation, certes, vous permet d'allonger, c'est un allongement de la durée de procédure, mais vous réduisez le temps de performance de la rachis-anesthésie, et vous avez surtout un succès au premier passage qui est nettement amélioré. La concordance, c'est globalement, vous aurez en obstétrique, c'est encore plus pertinent, vous avez que 14% de correspondance entre le repérage et l'écho-repérage. Si vous ne faites pas d'écho, globalement, la ligne intercrystale, c'est 14%. Ah oui, pointeur, merci. La concordance est ici, vous l'avez ici, 14 mesures seulement sur les 100 patients qui étaient correctes, identifiées à la palpation, quand ils sont vérifiés à l'écho-repérage au préalable.
Et même si on a le L4, L5 est principalement la zone intercristal, l'agrément est très faible. Et on a 6% de patientes qui avaient un niveau réel hein, au-dessus de L3. Cette étude-là, juste pour vous regarder juste le diagramme à droite, on va regarder ça. C'est une étude randomisée, 200 patients. Ce sont des césariennes sous périarachie. Le critère de succès, c'était la première ponction sans redirection. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'était il y avait un groupe qui avait un éco-guidage, éco-repérage, un groupe palpation. Et le groupe palpation avait aussi l'éco-repérage pour vérifier la concordance. Une fois sur deux, on est au bon niveau. Et dans 12 situations, on était au-dessus, le niveau réel de l'année intercristal était au niveau de T12. Grave. Alors effectivement, on peut toujours passer au travers des gouttes, toute notre vie professionnelle, mais je ne peux pas passer quand même sur ce cas clinique récent, ostéotomie donc, de la chirurgie du pied, fait sous rachis-anesthésie, une personne qui n'avait aucun antécédent particulier, 4 ponctions sont réalisées, avec un succès. Et qu'est-ce qui se passe? La patiente décrit une paralysie flasque complète en post-opératoire immédiat. 2 traces de ponction cutanée sont identifiées. Un hématome intradural extensif, T12, S2. Le cône médulaire était en réalité en L3, L4, avec une ponction qui était réalisée en L2, L3. D'accord? Sans écho, hein, bien sûr. Décompression chirurgicale et des lésions résiduelles importantes 6 mois après. On avait une moelle basse implantée, on n'avait pas de lame vertébrale en L5 et les conséquences ont été dramatiques. Chez l'enfant, le réajustement de l'éco-guidage, de l'éco-repérage est aussi important. Ici, vous avez une population d'enfants de 7 mois. Il y a une cinquantaine d'enfants les deux randomisés. Pareil, je fais l'éco-repérage, je fais de la palpation et je regarde avant de faire la rachis-anesthésie. Qu'est-ce qu'on observe? Vous avez en gros... alors, la technique est rapide, hein, c'est 29 secondes pour palper la palpation en fait, du niveau, et c'est 39 secondes avec l'échographie, parce que chez l'enfant, on voit remarquablement bien. Et vous avez, dans 10 cas sur 16, on a un niveau au-dessus, et dans à peu près 5 cas sur 16, on a un niveau en dessous, et quelquefois 2 niveaux au-dessus. Donc chez l'enfant, c'est le même problème. Chez l'enfant, on voit très très bien, hein, 259 enfants, on identifie même des lésions au niveau caudal. Ici, ce sont des ultrasons versus palpation avant rachis-anesthésie. Les enfants qui n'ont pas de pathologie neurologique identifiée avant, on nous trouve quand même sur ce collectif de 259, 6 enfants qui présentent des lésions, dont 4 avec nécessitant une correction chirurgicale pour moelle fixée et lipome. Ça, c'est les images donc, chez les enfants petits. Donc, ils ont 42 semaines d'âge corrigé, donc c'est un ancien prématuré. On leur fait une rachis-anesthésie pour une chirurgie inguinale. Les auteurs font une échographie avant. La faisabilité est assez bonne. On voit des très très belles images. Vous pouvez voir effectivement les flèches blanches qui sont le complexe postérieur, l'espace intratécal. En haut, en gros, vous avez la fin du cône médulaire. Ma pointeuse est là. Ici, la fin donc, du cône médulaire, le début de l'espace sous-arachnoïdien du filum terminal, et encore une incidence transverse ici, à la fin du cône médulaire, et ici l'incidence en incidence transverse au niveau de l'espace sous-arachnoïdien, où il y a donc du filum terminal. L'aspect est totalement différent, bien mieux visible que chez l'adulte, et ces renseignements-là sont intéressants aussi pour nous donner des distances, des profondeurs, et surtout des possibilités d'une moelle basse implantée. Vous avez vu ici, 14% ont des cônes médulaires qui étaient en L2, L3. Et enfin, quand on fait une péridurale, thoracique par exemple, on pense être en T7, T8, T6, T7, T5, T6, etc. Tout simplement ici, les auteurs ont positionné les patients en position assise ou en position dite de péridurale. On simplement les fait s'avancer un petit peu comme on les pose souvent, et on fait une échographie versus on palpe. Et on essaie de rechercher la jonction C7-T1 ou T7-T8. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que globalement, dans 18 cas, dans 18% des cas, il y a un agrément entre ce que j'ai estimé identifié avec ma main et l'échographie. 18% des cas au niveau thoracique en position assise. On améliore un peu la sensibilité avec 45% de précision, de concordance plutôt, quand on
fait pencher les patients vers l'avant. Au niveau la jonction cervico-thoracique est plus facile à identifier. Il y a un peu moins de disproportion entre l'écho et la palpation. Mais en tout cas, globalement, on est souvent un niveau dessus, mais très très souvent 2 niveaux en dessous. Les conséquences peuvent être importantes parce que l'analgésie, quelquefois, vous savez que les périthoraciques, ça fonctionne bien, et quelquefois ça fonctionne moins bien, parce qu'on ne couvre pas la zone chirurgicale, en particulier au niveau thoracique. Là, c'est la chirurgie thoracique. Les patients ont un écho-guidage. Donc, c'est une randomisée contrôlée, 100 patients, chirurgie thoracique et abdominale. Ils font une péridurale haute ou un peu plus basse au niveau thoracique. Écho-guidage versus apport conventionnel. Le critère du succès, c'est le succès à la première ponction de la péridurale, sans redirection, sans retrait de l'aiguille de Thury. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'écho-guidage va vous permettre d'avoir un succès au premier passage de près de 70% contre 35%, avec des repères à la perte de résistance sans écho-guidage. Et que vous avez un nombre de tentatives qui est très important dans le groupe repères cutanés. On est à plus de 5 dans 35% des cas. Et je vous invite à regarder vos pratiques. C'est exactement ce qui nous arrive en réalité, de toute manière. Ça marche aussi bien globalement, mais c'est plus rapide et moins inconfortable pour le patient grâce à l'écho-guidage dans une équipe intégrée. Cette étude-là, pour terminer, c'est des auteurs qui ont proposé de faire un écho-guidage pour améliorer le confort et de l'opérateur et du patient en décubitus ventral, qui permet ainsi d'améliorer un petit peu l'ouverture des lames vertébrales, comme vous pouvez voir sur le schéma. En haut, avec la sonde positionnée toujours en parasagittal oblique. Le temps de ponction est un petit peu réduit par rapport à la position assise conventionnelle, avec moins de redirection. Donc c'est plutôt sur le confort, et sur l'efficacité était similaire, bien évidemment. Ici, vous avez une ponction un petit peu variable, avec un abord transverse, avec l'aiguille de Thury qui est positionnée ensuite, et qui va donc progresser en fait, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre des épineuses. Là, ici, vous le voyez progresser, et en fait ils vont s'arrêter avant de progresser, ils arrêtent l'écho-guidage, et après ils progressent ensuite avec une perte de résistance conventionnelle. Alors, j'ai commencé en fait en introduisant tout à l'heure qu'il y a une littérature énorme sur l'écho-repérage et l'écho-guidage, mais surtout l'écho-repérage. Il y a un très haut niveau de preuve sur la réalisation d'une écho-repérage avant ponction médulaire, ou en tout cas rachianesthésie et même péridurale, surtout en obstétrique, avec la variabilité univeau qui est très très bien connue. Vous avez ici reporté dans un papier récent qui est en prépublication dans le BJA, qui comparait les repères cutanés versus soit un appareil de disposition très simple porté, soit une écho préprocédurale, soit une écho-guidage en temps réel, que globalement l'écho-repérage c'est mieux que la palpation et ainsi que l'écho-guidage pour la succès au premier passage de l'aiguille. La satisfaction est améliorée quand on fait de l'écho-repérage. Il n'y a pas de différence avec l'écho-guidage. Et par contre, si on regarde le niveau de confiance, il est quand même modéré, ce qui est quand même pas négligeable dans cette méta-analyse en réseau. Là, on est sur des comparaisons directes et indirectes. On a 7000 patients dans cette étude. Ça commence à être quelque chose d'assez lourd. Et vous avez en bas toutes les références récentes que vous pourrez consulter. Elles sont énormes, et depuis 2016 sur la médecine factuelle et l'écho-repérage. La dernière ici, c'est pour l'enfant aussi. Regardez chez l'enfant, une méta-analyse, 900 patients, 900 enfants, caudal, ultrason versus palpation. Il n'y a pas de différence sur les succès par rapport à la palpation classique pour la caudale. Il n'y a pas de différence sur la durée de procédure. Donc ça veut dire que l'écho-guidage chez l'enfant n'allonge pas la durée de procédure. Il y a une amélioration du taux de succès à la première ponction de l'espace caudal grâce à l'écho, repérage préalable, mais même l'écho-guidage. Et on visualise remarquablement, quasiment dans 100% en fait, l'espace, et en particulier le canal sacré, et on réduit les ponctions vasculaires et les injections sous-cutanées. Donc là, on arrive à des éléments qui sont pertinents. Ici, vous avez en 2016 à gauche le niveau de preuve qui est quand même très élevé, publié dans Regional Anesthesia en 2016, et à droite dans l'European Journal, publié en 2020. Je vous laisse un peu regarder ces éléments-là. En fait, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé encore à travailler pour développer cette approche. En conclusion, je termine, c'est que le principal obstacle
à la diffusion et à la réalisation, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, parce qu'on s'estime être meilleur que les autres, et parce qu'on s'estime être pertinent sur la première ponction dans n'importe quelle situation. Ce qui est une erreur importante et qui est un élément d'ailleurs de gestion du facteur humain dans notre pratique. La sonotomie doit être connue, doit être apprise, et les AVA participent à cela depuis longtemps, et il faut remercier Eric depuis des années qui travaille à la diffusion du message sur l'éco-repérage. La relevance clinique est élevée, très importante, au moins une dizaine d'articles pertinents quand je parle d'articles sur les méta-analyses et méta-analyses en réseau. Vous en avez eu quelques-uns tout à l'heure. La procédure est peut-être plus allongée en durée, pas chez l'enfant mais chez l'adulte, mais vous gagnez en tout cas en confort, en satisfaction du patient et en nombre de succès à la première ponction. Vous améliorez aussi la pertinence du niveau de ponction. Vous êtes bien positionné, vous savez où vous voulez aller, et vous peut-être que vous passerez au travers des gouttes, en particulier pour éviter le cas clinique dramatique de cette dame opérée sous rachis quasiment impossible ou difficile. Apprentissage d'équipe, il ne faut pas rester seul. Si vous êtes dans une équipe, peu importe la pratique que vous avez, il ne faut pas travailler tout seul avec son échographe, il faut gérer un peu au quotidien et surtout avoir un esprit de diffusion de l'information au sein de vos équipes. L'éco-repérage, c'est fondamental, il faut vraiment développer ça au quotidien dans votre pratique en orthopédie, en obstétrique ou même dans n'importe quelle situation chirurgicale. L'éco-guidage a des contraintes, c'est un avenir, il y a des équipes qui sont déjà formées à ce genre de choses. Pour les stages thoraciques, c'est quelque chose qui est probablement très intéressant. Au niveau lombaire, c'est un petit peu plus dubitatif, mais en tout cas, c'est un élément qui va être pertinent pour la position et en particulier pour la chirurgie, la péridurale thoracique. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre écoute.